Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez qu'il me tient à cœur de vous partager des parcours de d'autres résidentes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Sophie avec moi. Bonjour Sophie. Bonjour Ania. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler un petit peu de toi Sophie, nous parler de ton parcours et de ton histoire? Oui, tout à fait. Merci. Alors, moi c'est Sophie, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en Master 2 de chinois et en parallèle, je suis aussi étudiante en médecine traditionnelle chinoise. Alors, mon parcours, c'est que j'ai été agressée sexuellement une première fois lorsque j'avais 4 ans par un autre enfant. Puis j'ai été violée de manière quasi quotidienne entre mes 9 et mes 11 ans par ce même enfant qui ne faisait pas partie de ma famille. Et ensuite, j'ai été violée à l'âge de 21 ans par mon ex-petite amie. D'accord, donc tu as un parcours de plusieurs violences sexuelles que tu as subies. Tout à fait. Quand tu dis l'enfant, en fait, c'est un enfant qui avait ton âge, c'est ça? Oui, c'était... Il était mineur aussi? Il était mineur et c'était dans le cadre de l'école. Ah d'accord, un enfant de l'école. D'accord. Et après, tu as subi des viols conjugaux, c'est ça, oui. Au sein de ton couple? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire, Sophie, par rapport à toutes ces épreuves que tu nous partages, comment tu t'es sentie à chaque fois après ces épreuves? Est-ce que tu avais des réactions différentes selon les violences que tu as subies? Oui. Alors, quand j'étais enfant, j'ai vraiment enfoui tout ça au plus profond de moi-même. J'avais beaucoup trop honte, en fait, pour en parler. Alors, je n'ai pas eu d'amnésie traumatique. Je me souvenais vraiment de tous les faits. Mais j'étais incapable d'en parler, donc j'ai enfoui ça au plus profond de moi-même. J'avais un profond mal-être, mais du coup totalement intériorisé, beaucoup d'angoisse. Et puis après, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire de l'anorexie. Donc c'est pas que je souhaitais maigrir, mais c'est en fait l'idée d'ingérer de la nourriture dans mon corps, de mettre quelque chose d'extérieur et de le faire rentrer dans mon corps. C'était vraiment plus possible, en fait. D'accord. Et puis ensuite, à partir de mes 17 ans, j'ai commencé à développer des tocs de propreté. Donc, c'est-à-dire me nettoyer tout le temps, très souvent, très longtemps. Et puis nettoyer aussi tout autour de moi, mes objets, chez moi, ma maison, tout ça. D'accord, donc c'était à la fois te nettoyer toi, mais nettoyer aussi tout ton environnement, oui, c'est ça? Tout à fait. Ça a duré longtemps, ces tocs? Alors, je les ai encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je travaille toujours dessus. Ça a beaucoup évolué, surtout cette dernière année, mais ils sont encore là. Et en fait, c'est cette sensation que ma peau n'est plus capable de faire son travail de protection et de barrière un petit peu entre le monde extérieur et moi. Et que du coup, il faut que je nettoie tout le temps pour me protéger parce que le contact avec l'extérieur peut être dangereux et potentiellement violent. D'accord, donc en fait, le fait de nettoyer, c'est comme un mécanisme de protection, c'est ça? C'est ça, c'est un mécanisme de défense. De défense, ok. Est-ce que tu peux nous dire, Sophie, ce qui était le plus difficile pour toi dans ton parcours? Le plus difficile pour moi, ça a été l'invisibilisation. Parce qu'en fait, lorsque j'avais 4 ans, j'en ai parlé à ma mère tout de suite. Ah, tout de suite, tu as pu mettre des mots dessus? Alors à 9 ans, non, mais à 4 ans, oui, je lui en ai parlé tout de suite. Donc ma mère est allée en parler directement à la directrice de l'école, vu que c'était au sein même de l'école. Et elle a demandé à la directrice de l'école que cet enfant et ses parents soient convoqués par la directrice en présence de mes parents. D'accord. Ce à quoi la directrice a répondu « Non, je ne le ferai pas, ce ne sont que des jeux d'enfants, sans incidence, donc voilà. » D'accord, donc c'est une forme de minimisation en fait, ce que dit la directrice. Totalement. Donc il n'y a pas eu de suite à ça en fait, quand ta maman a fait cette demande? Il n'y a pas eu de suite totalement. Donc il y a eu une grosse invisibilisation. Et en fait, dans l'imaginaire collectif, les viols entre enfants, ça n'existe pas. Et ce sont des jeux d'enfants comme elle l'a employé, mais non, ça existe. Ce ne sont pas des jeux d'enfants et c'est très très grave. Ça peut briser une vie. D'accord, donc le plus difficile pour toi, c'est le fait qu'on banalise un peu ou qu'on minimise et ce que tu appelles l'invisibilisation, c'est ça? Oui, totalement. Et par rapport aux autres violences que tu as subies donc un peu plus tard ou à l'âge adulte, est-ce qu'il y avait d'autres types de difficultés pour toi? Alors en fait, ça s'est passé à l'étranger. J'étais en année à l'étranger. Donc ce qui a été très dur, c'est que j'étais toute seule, loin de ma famille, isolée. Donc j'ai fait une dépression à ce moment-là. Et aussi j'ai fait une amnésie traumatique. Ce qui m'a beaucoup surprise parce que j'avais 21 ans. À l'âge adulte, c'est ça l'amnésie traumatique? Oui, à l'âge adulte. Mais pour les violences dans l'enfance, tu n'as pas du tout eu d'amnésie traumatique? Non, pas du tout. Je me souvenais vraiment de tout. Et en fait, je me souvenais du climat de violence conjugale. Je me souvenais des insultes, des menaces, des colères très violentes. Mais je me souvenais plus des viols en soi. J'avais
complètement bloqué cette partie-là, en fait. D'accord, donc tu te souvenais déjà du climat, on va dire, de violence que tu subissais, ou même violence psychique, c'est ça, verbale, etc. Mais les violences physiques, ça, ton cerveau avait occulté un peu, J'avais vraiment occulté, je l'avais bloqué. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait revenir à la mémoire ce type de violence conjugale, enfin les viols conjugaux? Alors ça, c'est la rencontre avec les résilientes, avec l'association. D'accord. Donc en fait, il y a eu une première libération qui s'est faite pendant un atelier d'écriture, où il y a des choses qui ont commencé à remonter. D'accord, au sein de l'atelier d'écriture. À la fin de l'atelier d'écriture. Et peu de temps après, j'ai eu une discussion avec une amie autour d'un thé, une amie donc de l'association qui a elle aussi eu des violences conjugales. Et elle m'a raconté tout son parcours avec beaucoup de détails. Et là, j'ai commencé à me sentir très très mal. Comme si on me racontait ma propre histoire, en fait. Ah oui, ça faisait comme un miroir pour toi, c'est ça? Comme un miroir, totalement. Ok. Et c'est là que d'un coup, le soir même, tout m'est revenu. Donc c'était très violent sur le moment. Ah oui, donc tu as eu des flashs, des retours totalement. De ta mémoire, d'accord. J'ai retrouvé d'un coup toute la mémoire, en fait. Suite à l'histoire qui t'a racontée, ça a renvoyé à ta propre histoire, c'est ça, si j'ai compris? Tout à fait. D'accord. Je demandais, Sophie, parce que tu as dit que quand tu étais enfant, à l'âge de 4 ans, tu as pu te confier à ta maman, donc, qui a fait les démarches nécessaires en fait, auprès de la directrice. Et pour les autres violences que tu as subies, est-ce que tu as pu te confier ou est-ce que tu as pu libérer ta parole? Alors au début, non, j'ai pas pu en parler de suite, vu qu'en fait, la première fois quand j'en avais parlé à 4 ans, on ne m'a pas cru. Alors pas ma mère, hein, bien sûr, elle m'a cru. Elle t'a toujours soutenue, elle m'a toujours soutenue. Ça. Mais les autres adultes au sein de l'école ne m'ont pas du tout cru, ils ne m'ont pas prise en considération en fait. Donc j'avais perdu toute confiance en les adultes et surtout au sein de l'école. Donc je me disais en fait, ça sert à rien d'en parler puisqu'on ne va pas m'écouter, on ne va pas me croire, donc c'est totalement inutile. Après, par rapport à mes parents, je n'ai pas pu leur en parler non plus. Parce qu'en fait, j'étais morte de honte, tout simplement. De honte et de culpabilité. Je me disais, je leur en ai déjà parlé une première fois. Je ne peux pas leur dire que c'est arrivé à nouveau à leur fille une deuxième fois. J'avais beaucoup trop honte, en fait, pour en parler à mes parents. Ce n'était pas possible. Et puis ce sentiment, comme tu dis, de honte, de culpabilité, c'est des sentiments que beaucoup de victimes ressentent, en fait. Et c'est des choses, c'est des sentiments qui ne doivent pas nous appartenir. Hein. C'est pas à la victime d'avoir honte et d'être coupable, parce qu'on n'est ni responsable de ce qui nous est arrivé, ni coupable, en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Et il faut vraiment restituer à l'auteur des faits, en fait, la culpabilité des actes. En fait, c'est vraiment lui qui est responsable de ce qu'il a commis et pas à nous de se sentir mal et d'avoir honte. Donc, c'est totalement ça. Mais ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Au départ, je ne pouvais pas en parler. Oui. Et du coup, en fait, j'ai libéré ma parole bien des années après, quand j'avais 15 ans. Donc, je disais tout à l'heure que j'ai fait de l'anorexie. D'accord. C'est une façon de t'exprimer, en fait, finalement. Oui, totalement. C'était une manière de m'exprimer. C'est mon corps qui parlait, que ça n'allait pas. Et du coup, en fait, j'ai un de mes oncles qui a remarqué que ça n'allait pas. D'accord. Il est venu chez moi un jour et il m'a dit « Je ne partirai pas de là tant que tu ne m'as pas raconté ce qui ne va pas. » D'accord. Donc lui, tout de suite, il a fait un lien, c'est ça, avec un mal-être que Voilà, il ne savait pas quoi exactement, mais il s'est dit « Il y a forcément quelque chose de grave. » Et donc, en fait, je lui ai dit. Donc à lui, tu lui as raconté? Je lui ai raconté, donc c'était la première personne qui m'a cru. Ce qui est très important, j'ai eu beaucoup de chance au sein de ma famille par rapport à ça. Et sa réaction de suite, ça a été « Il faut en parler à tes parents, c'est très important, c'est très grave. » Il avait totalement raison, mais moi j'étais encore pétrie par la honte pour en parler. Donc il m'a aidée en fait à en parler à mes parents. Je le remercie pour ça parce que je pense que sinon ma parole se serait libérée encore des années après. Donc tu as réussi à en parler rapidement après, c'est ça, à tes parents ou assez rapidement. Alors c'était vraiment très très dur. Il était là avec moi, c'est presque plus lui qui racontait que moi parce que j'avais beaucoup de mal à parler. Lui-même était présent, c'est ça, quand tu as libéré ta parole auprès de tes parents, d'accord. Et ça s'est fait après progressivement avec mes parents parce que au départ je leur en parlais mais j'étais toujours dans un état de larmes, de colère. J'étais jamais calme et posée. Mais qui est légitime en fait, la colère qu'on a, elle est légitime totalement. En fait, c'est normal de ressentir la colère. Oui. Totalement. Et puis je n'arrivais pas du tout à leur raconter de détails. C'était beaucoup trop compliqué pour moi. C'était vraiment que dans les grandes lignes. Et surtout je n'arrivais pas à mettre le mot viol. D'accord. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un mot que je mets parce que j'ai fait un travail sur moi-même et que du coup, j'arrive à le faire. Mais au départ, c'était beaucoup trop compliqué. En fait, déjà de me l'avouer à moi-même, de me dire que j'avais subi des viols. Est-ce que le plus dur, c'est se l'avouer à soi? Je crois, oui. D'accord. Je crois que le plus dur, c'était de me l'avouer à moi-même parce que du coup, ça veut dire accepter que ça m'est arrivé. D'accord. Et du coup, le dire aux autres, c'était pas possible vu que j'arrivais déjà pas à me l'avouer à moi-même. Et qu'est-ce qui t'a aidé en fait à te l'avouer à toi-même? Le travail que j'ai fait sur moi-même avec des thérapeutes. D'accord.
Ouais, c'est ce qui m'a aidée. Ok, d'accord. Et par rapport à la libération de ta parole suite aux viols conjugaux, est-ce que ça, tu as pu en parler plus facilement ou est-ce que tu l'as aussi refoulé à un moment? Du coup, au départ, j'en ai pas parlé puisque je ne m'en souvenais plus. Oui, c'est vrai, parce que tu avais l'amnésie traumatique. Voilà. Ouais. Mais à partir du moment où ça m'est revenu, j'en ai parlé très rapidement. Je crois, une semaine après, j'ai appelé ma maman et je lui ai tout raconté. D'accord. Et comment elle a reçu cette information quand tu l'as dit? Comment elle a réagi? C'était très dur pour elle. Elle était très mal pour moi, en fait. D'accord. Mais une fois de plus, elle m'a cru. Et t'as cru, parce que c'est ça dont tu avais besoin aussi qu'on totalement. croise. D'accord. J'ai eu beaucoup de chance pour ça parce qu'à chaque fois, quand j'ai libéré ma parole auprès de ma famille, ils m'ont toujours cru. Ça n'a jamais été remis en doute, en fait? Non, jamais remis en doute. L'âge que tu avais. C'est ça, jamais remis en question. Ils m'ont toujours soutenue. Après, ce qui était peut-être plus compliqué, c'était comment répondre à la question qu'on me posait souvent, pourquoi tu n'as pas parlé avant? C'est les questions qu'on te posait, ça? Pourquoi tu... Et c'est compliqué d'expliquer à quel point j'avais trop honte pour en parler. Et puis aussi tout ce qui est les phénomènes d'amnésie traumatique, de dissociation, le fonctionnement même de la mémoire traumatique, la sidération qu'on peut ressentir. Tout à fait. Au moment même. Tout ça, c'était très compliqué à expliquer, très compliqué pour eux à entendre. Et du coup, je pense que le travail de sensibilisation aux violences sexuelles est vraiment très important au sein de la population. Et ça ne devrait pas être à la victime de faire cette sensibilisation-là auprès de ses proches, parce que c'est déjà tellement dur de réussir à s'en sortir, de se reconstruire. Rien que de confier ta parole, c'est extrêmement difficile, c'est un acte de courage. Du coup, faire le travail de sensibilisation en plus, ça devient un poids vraiment trop lourd à porter, en fait. Et du coup, là, on en arrive à un problème de société plus général, Tout à fait. qui est en fait la culture du viol, et qui est quelque chose contre lequel il faut lutter pour changer les mentalités de manière beaucoup plus globale. Oui, comme tu dis, il y a encore beaucoup à faire et c'est vrai que ça commence déjà par la sensibilisation et que les gens soient au courant, comme tu dis, des phénomènes de sidération, d'amnésie traumatique, de dissociation. Enfin, c'est vrai que parfois, même des professionnels ne sont pas forcément formés pour accompagner aussi les victimes de violences sexuelles, donc il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, oui. Les choses commencent à bouger, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et sinon, je vais demander, Sophie, est-ce que tu peux me partager qu'est-ce qui t'a aidé à te libérer en fait au niveau de la parole ou te libérer toi? Il y a des choses qui t'ont aidé dans ton parcours? Rencontrer les résilientes. Ça m'a beaucoup aidée. Le fait de pouvoir participer à des groupes de parole, de me dire qu'en fait je n'étais pas seule, je n'étais pas folle surtout. D'accord, parce que tu as pensé un moment d'être folle? J'ai pensé ça très longtemps en fait. Ah oui, longtemps, ok. À cause de toutes les réactions traumatiques que j'avais, mais qui étaient en fait dues à ce que j'avais subi. Mais moi je me disais, c'est pas possible, je suis folle en fait. Je me voyais comme un monstre aussi. Donc ça c'était très lourd à porter. Et quand j'ai rencontré les résilientes, ça m'a vraiment libérée de tout ce poids-là. Où je me suis dit, en fait non, je ne suis pas toute seule et je ne suis pas folle et je ne suis pas un monstre. Donc, merci beaucoup Anya pour tout ça. Merci à toi. D'ailleurs, comment tu m'as connue? Comment tu as connu l'association? Alors, en fait, j'ai vu le reportage Combini. Avec les femmes, c'est ça, le avec reportage les femmes. C'était au mois de septembre, je crois. C'était en octobre dernier. Donc septembre-octobre. C'est ça, c'était en octobre 2019. D'accord, donc c'est grâce à ce reportage que tu as trouvé mon travail tout à fait. De groupe de parole. Ok. Et du coup, de suite, je t'ai contactée et puis j'ai commencé les groupes de parole. Donc ça fait bientôt 1 an alors que tu viens en groupe, c'est ça? C'est passé vite. Oui. C'est passé très vite. Merci. Et puis aussi le fait de rencontrer énormément de femmes au parcours, j'ai envie de dire, tous plus horribles les uns que les autres, mais en même temps, elles sont toutes tellement plus fortes les unes que les autres. Et elles me donnent beaucoup de force au quotidien, elles m'inspirent énormément. Et surtout, je sens que c'est des personnes qui sont tout le temps présentes. Quand j'ai un moment difficile, quand j'ai une angoisse qui revient, je sais que je peux les appeler et qu'elles répondront toujours présentes. Donc ça aide énormément. C'est comme une grande famille, c'est ça? C'est une famille, c'est totalement une famille. Et moi, je dis que j'ai trouvé énormément de sœurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sororité, d'entraide. Énormément de sororité. Dans le groupe, c'est vrai. Après, une deuxième chose qui m'a aidée aussi, c'est la pratique de l'art, en fait. Le fait d'écrire, de danser, donc d'utiliser l'art de manière thérapeutique. D'accord. En fait, tout ce que je ne pouvais pas dire, du coup, de manière directe à quelqu'un, je le mettais en poésie, je le dansais, je le peignais. Ça me permettait de m'exprimer, en fait. D'accord, donc ça c'est toi-même qui écrivais des poèmes et la danse
C'était des cours de danse ou est-ce que c'était toi-même tu dansais? Je faisais des cours de danse, oui, et puis moi-même, chez moi, je danse tous les jours. Donc c'est un moyen d'expression quoi, et de libération. Oui, de libération émotionnelle et d'expression. D'accord, super. Je vais te demander, Sophie, est-ce que tu as été accompagnée par des psys, des thérapeutes ou des professionnels de l'accompagnement dans ton parcours? Oui. Alors, j'ai été accompagnée par différents psychologues, psychiatres ou thérapeutes depuis assez jeune, en fait, depuis l'enfance. D'accord. Depuis tes 4 ans, tu veux dire, tu as eu... Depuis le primaire, on va dire, à peu près. Je ne me souviens plus l'âge exactement. Mais mes parents sentaient, en fait, qu'il y avait un mal-être en moi. Seulement, ils ne savaient pas ce à quoi c'était dû. Et moi-même, je n'en parlais pas à ce moment-là au thérapeute. C'était pas possible pour moi. Mais j'ai été accompagnée et puis progressivement, à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai pu commencer à en parler aux thérapeutes que je voyais. Donc j'ai pu commencer un véritable travail en fait. Puis faire des liens, etc. Faire des liens, exactement. Donc il y a des thérapeutes qui n'ont pas du tout été compétents. Il y en a par contre qui m'ont beaucoup aidée. Aujourd'hui, je suis suivie par une thérapeute qui est aussi bénévole au sein de l'association Les Résilientes, avec qui je fais vraiment un travail qui m'aide énormément. Et je pense que c'est très important en fait de se faire aider par un ou une thérapeute. Ça met du temps parfois de trouver la bonne personne pour soi, mais je pense qu'il ne faut pas se décourager et que c'est très important de finir par trouver quelqu'un qui nous correspond pour ne pas rester seul en fait. Toi, ça t'a aidé en fait de te faire accompagner, c'est ça, que de rester seul, qui est quand même plus compliqué quand on reste avec, on va dire, ses propres ruminations. D'accord. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté, toi, ce travail thérapeutique? Bien sûr. Alors tout d'abord, de la compréhension de moi-même. Comprendre mes réactions, pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'avais telles angoisses, tout ce qui est le fonctionnement de la mémoire traumatique, le phénomène de dissociation, de sidération, c'est des choses que je ne connaissais pas du tout avant. D'accord, même ce que tu avais fait en travail thérapeutique avant, oui, non, on n'en parlait pas. Donc c'est vraiment très récemment, je veux dire ces 2 dernières années que j'ai découvert tout ça. Donc tu as fait un bond en avant considérable alors, sur les 2 dernières années. Oui, totalement. Et donc vraiment, j'ai pu faire des liens, donner du sens aussi à des choses qui se passaient et que je ne comprenais pas. Donc déjà, me comprendre pour avancer, c'était déjà une première étape. Et après, surtout avec la thérapeute que je vois aujourd'hui, j'ai fait et je fais toujours un travail en fait sur ma petite fille intérieure. D'accord. C'est quelque chose qui m'aide énormément. Donc, c'est-à-dire parler à ma petite fille, donc celle qui a été blessée, celle qui a été violée, qui n'a pas été entendue. Se connecter à elle, lui dire qu'elle peut exprimer toute sa douleur, sa tristesse, sa colère, et que maintenant elle est entendue, que maintenant je suis là, qu'elle n'est plus seule, que je vais l'accompagner, et du coup faire la paix en fait avec elle. Moi je sais que j'étais en conflit intérieur avec ma petite fille en permanence, qui reproche quoi à l'autre, et du coup j'ai pu vraiment faire la paix avec elle, et du coup faire la paix en fait avec moi-même. Bah oui. Et Sophie, est-ce que tu peux nous partager ce que toi tu as appris sur ton parcours de reconstruction? Oui, alors ce que j'ai appris surtout, c'est que je suis beaucoup plus forte que ce que je pensais. Parce que je ne pensais pas que c'était possible de vivre tout ce que j'ai vécu et d'être là aujourd'hui à en parler sereinement avec toi. En plus de témoigner sur ma chaîne et de faire un visage découvert, un grand respect. Hein. Franchement, c'est pas quelque chose de facile. C'est un grand exercice. Ouais. Voilà. Et du coup, donc, ce que j'ai appris sur moi, c'est vraiment ma force intérieure. Du coup, il y a 2 phrases que j'aime beaucoup, qui sont, si je ne me trompe pas, de Carl Jung et Sartre, à savoir « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Et l'autre, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Et je trouve ces phrases vraiment très justes. Elles sont justes et vraiment puissantes. Elles sont puissantes que j'adore et aussi. Je trouve qu'elles redonnent en fait notre force, notre pleine puissance, et que peu importe ce qui nous est arrivé, on peut le sublimer, on peut le transcender. C'est pas une fin en soi. Et on peut en fait remettre de l'or et de la lumière sur les parts d'ombre de notre histoire. Du coup, on peut reprendre le pouvoir sur notre propre vie, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Ce qui compte, c'est pas ce qui nous est arrivé, mais ce qu'on en fait, en fait. Exactement. Et comme tu dis, on peut vraiment tirer des forces de nos épreuves, en fait, et on peut la sublimer et d'appliquer de l'or sur nos cicatrices. C'est tout à fait ça. Et Sophie, quelle leçon de vie tu as tirée de tes épreuves? Alors, la première, c'est la patience.
parce qu'un parcours de résilience, un parcours de reconstruction, c'est très long, ce n'est pas linéaire. Il y a des fois où on progresse vraiment très vite en un temps très court. Des fois, on stagne. Des fois, on a l'impression de régresser. Alors, en fait, on ne régresse pas réellement. Simplement, on a des moments plus difficiles. Et donc, il faut vraiment prendre ce temps, s'accorder ce temps-là, être bienveillant envers soi-même. Et donc, ça apprend vraiment la patience, je trouve. La patience. Et puis, comme tu dis, un parcours n'est pas linéaire et c'est normal de parfois avancer moins vite ou de parfois stagner. Mais en réalité, on ne stagne pas vraiment. C'est le parcours dans la globalité qui compte. Exactement, tout à fait. Et la deuxième chose que ça m'a appris, c'est la puissance de la sororité. D'accord. Donc ça, je l'ai d'autant plus découvert au sein de l'association Les Résilientes. Le fait de savoir qu'il y a autour de nous des femmes qui sont là, qui ont vécu les mêmes choses que nous, qui nous écoutent, qui nous traitent avec beaucoup d'amour et de bienveillance, moi, ça a changé ma vie, en fait. Mon rapport à moi-même et à mon parcours de résilience. Et je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on commence à changer le monde, c'est-à-dire en se regardant, en s'écoutant et en s'entraidant entre femmes. Et c'est ce qu'on fait, en fait, aujourd'hui, en témoignant, par exemple. Oui, tout à fait. Puisque ce que tu partages, en libérant aujourd'hui, toi, ta parole sur toutes tes épreuves, ça encourage d'autres personnes à faire de même, en fait. Tout à fait, ça peut en libérer d'autres. Bien sûr. Et Sophie, est-ce que tu as des rêves et projets à nous partager? Oui. Alors en fait, ce que je souhaite, c'est donner sens à ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'aurais voulu que cela n'arrive jamais, mais c'est arrivé et on ne peut rien y faire. Donc j'ai vraiment envie d'y donner du sens. Donc la première chose que je fais en ce moment, c'est j'écris un livre. Ah ouais, super. Dans lequel je raconte mon parcours, ce qui m'est arrivé, et puis surtout mon parcours de résilience, mon parcours de reconstruction. Le but étant pour moi tout d'abord de libérer ma parole, ensuite de visibiliser les viols entre enfants, de dire que ça existe et que c'est grave, de permettre peut-être à d'autres personnes de libérer à leur tour leur parole, et puis surtout montrer que la reconstruction est possible. Moi, je partage des outils qui m'ont aidée, il y en a plein d'autres aussi. C'est une manière pour moi aussi de transmettre à mon tour ce que j'ai moi-même reçu, en fait. Oui. Et si j'arrive à aider ou inspirer ne serait-ce qu'une femme qui a été victime de ces violences, j'en serais vraiment très heureuse. Et sinon, à plus long terme, mon projet, c'est de devenir praticienne en médecine chinoise et notamment d'accompagner les femmes qui ont subi des violences pour les aider dans refaire du lien avec leur corps, réapprendre à prendre soin d'elles, être dans un rapport de bienveillance, de bien-être et d'amour avec elles-mêmes. D'accord, c'est des beaux projets. Donc déjà ton roman qui est autobiographique en fait, c'est ça? Oui, totalement. Et pouvoir partager après toi, tout ce qui t'a aidé dans ton parcours. Oui. Et après de dédier aussi ta vie par rapport à ton futur métier, à l'accompagnement de personnes pour pouvoir se réapproprier leur corps et les aider dans un chemin. Le corps, c'est très important. Oui, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que, comme tu dis, beaucoup de personnes qui vivent des violences, notamment des violences sexuelles, sont souvent dissociées de leur corps, de leurs émotions. Et ça, c'est un travail qui est nécessaire. Enfin, il n'y a pas que juste l'aspect psychologique, mais il y a aussi l'aspect réappropriation de son corps. Et on va faire le lien entre corps et esprit qui est vraiment fondamental. Moi-même, j'ai été très longtemps dissociée entre le corps et l'esprit. Donc la médecine chinoise, c'est un des moyens qui m'a permis de me reconnecter justement à mon corps. Donc j'ai envie d'aider d'autres personnes à mon tour. Parce que la médecine chinoise, c'est une médecine assez holistique en fait. C'est ça qui soigne dans la globalité. Hein. Oui, ça me parle parce que moi-même, ce sont mes origines aussi. C'est une médecine qui prend l'être humain dans sa globalité. On ne soigne pas juste un symptôme. Et en fait, on va chercher la cause profonde des maux et qu'on soigne vraiment l'être humain dans son ensemble. Et c'est vrai que c'est une approche qui me parle énormément, de par mes origines aussi. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de pouvoir retransmettre à d'autres personnes pour les aider dans leur parcours. C'est vraiment des beaux projets. Je t'encourage à continuer sur cette voie et hâte de lire ton livre. Tu seras une des premières lectrices, c'est promis. Il faudra me dédicacer un exemplaire. Avec plaisir. Est-ce que Sophie, tu as des conseils à donner aux personnes qui nous regardent, qui passent peut-être par ces épreuves aujourd'hui? Oui. Alors pour les personnes victimes de violences sexuelles, tout d'abord, libérez votre parole. C'est très important. En fait, en libérant votre parole, vous allez vous libérer vous-même déjà.
vous allez potentiellement libérer d'autres femmes aussi. Comme on le disait, quand on libère même sa parole, ça peut donner de la force à d'autres femmes pour faire la même chose. Et d'autres hommes aussi. Et d'autres hommes aussi. Il y a aussi des totalement, hommes qui nous regardent, et tout à fait. Moi, j'ai une amie qui a réussi à en parler à sa mère. Et sa mère lui a dit, j'ai moi-même subi la même chose. Ok, donc en libérant sa parole, elle a libéré sa mère. Elle a libéré sa mère, c'est beau en fait. Ouais. C'est très beau, c'est très fort. C'est hyper puissant ce que tu dis, oui. Totalement. Donc libérez votre parole et puis surtout ne restez pas seul, demandez de l'aide. Vous êtes légitime de demander de l'aide auprès d'associations comme les Résilientes ou d'autres associations, auprès de thérapeutes, de personnes qui pourront véritablement vous accompagner et vous aider. Et après, pour les personnes qui sont des proches, des victimes, sensibilisez-vous aux violences sexuelles, à qu'est-ce que l'amnésie traumatique, qu'est-ce que la dissociation, pour être en mesure de réagir au mieux auprès de la victime et de ne pas la culpabiliser encore plus, en fait. Donc, soyez vraiment des présences soutenantes et croyez-la. Et ensuite, si c'est possible, j'aimerais transmettre un message à mes parents. Ah ben, super. J'allais te demander ce que tu avais, pour terminer, si tu avais un petit message à transmettre, mais avec grand plaisir. Alors, en fait, je sais que mes parents culpabilisent beaucoup de ne pas avoir pu faire encore mieux pour moi. Donc, je voudrais leur dire un petit quelque chose. Mes chers parents, ne culpabilisez pas de n'avoir pas vu, de n'avoir pas su, de n'avoir pas pu. Vous avez fait du mieux que vous avez pu avec ce que vous saviez, avec les armes que vous aviez. Et moi, je ne vous en veux absolument pas. Aujourd'hui, vous êtes des personnes extrêmement aimantes et soutenantes pour moi. Et c'est absolument tout ce dont j'ai besoin. Donc, s'il vous plaît, ne culpabilisez plus. Vous aussi, à votre tour, libérez-vous de ce poids-là parce que vous n'avez pas à le porter. Waouh, quel beau message, franchement, ça me touche droit au cœur. Ce que tu dis, c'est vraiment important, en fait, qu'à chaque moment de notre vie, en fait, nos proches ou famille, parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les données qu'ils ont en main et leur niveau de conscience à ce moment-là. Et que c'est vraiment ça que culpabiliser, c'est inutile, finalement, parce qu'on fait de notre mieux à chaque moment. Exactement. Ils ont fait de leur mieux et ils ont très bien fait, en plus. Est-ce que Sophie, pour conclure, tu as un dernier message à passer aux résilients et résilientes qui nous regardent? Oui, vous n'êtes pas seul, vous êtes légitime et la reconstruction est possible. C'est sans doute le chemin le plus sinueux et le plus escarpé que vous allez rencontrer, mais c'est également le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vous-même. Merci pour ce beau témoignage, ce beau message. Merci Anya. Merci Sophie pour ton partage et pour avoir accepté mon invitation sur cette chaîne. Merci à toi pour l'invitation. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche qui se trouve en bas. Je serai ravie de vous retrouver très prochainement pour des nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.